Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier qui est donc directeur associé du groupe Perfecto, qui est une agence média spécialisée dans notamment les clients du domaine de la culture. C'est ça, tu peux peut-être nous en dire un mot déjà? Oui, bah, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Xavier Tellier, je suis directeur associé de Perfecto Group, activité dans laquelle on a 2 branches principales qui sont d'un côté, l'agence conseil en communication digitale et de l'autre côté une partie technique. On a un historique orienté plutôt culture, même si aujourd'hui on travaille aussi avec des groupes, tels que le groupe Intermarché ou But. En revanche, on a une spécialité qui est plutôt la création de contenu, hem et toute une phase multimédia dont on va pouvoir, parler tout à l'heure. Hmm. Voilà, et donc là tu voulais intervenir pour expliquer justement comment l'aspect création, comment donc le travail sur d'autres actifs numériques que les textes, Oui, parce que c'est les ça. textes, c'est important, permettent d'avoir des résultats donc intéressants en digital marketing. Et moi, je te propose de prendre la main. Là, si tu peux déjà peut-être partager ton écran pour qu'on puisse avoir accès à ta présentation. Euh, Donc, le principe de la présentation qu'on va faire, hein, dans un premier temps, c'est que je vais rappeler quand même des basiques sur la partie la création de contenu, sur les moteurs de recherche qui sont associés à certains types de contenus multimédia. Et ensuite, on s'attachera plus particulièrement à un cas d'usage qu'on a mis en application pour un de nos clients il y a quelques temps, euh, pour lui donner plus de visibilité sur Internet et notamment sur les moteurs de recherche, par rapport à notamment un concurrent un peu important qui est Amazon. Qu'il a fallu qu'on soit un peu malin pour rivaliser avec Amazon. Le temps de télécharger, etc. Je vous propose de commencer Ouais, je vais commencer. sans la présentation, puis Dès que tu es donc, prêt, tu on fais arrive à clic. l'ouvrir Ouais, pas de problème, et comme on le partage, de toute façon, tu te verras l'écran normalement. pas de souci. Donc, à tout de Alors, suite. donc, le sujet qui m'amène aujourd'hui, donc c'est le principe de marketing digital multimodal et plus précisément le content marketing. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, on parlait justement de tout ce qui était légitimité du contenu, savoir si le contenu est de qualité pour pouvoir remonter sur les moteurs de recherche. Donc, pour le coup, il y a une partie qui est traitée par le texte. Et l'objectif de notre côté, c'est de parler aujourd'hui plutôt de la partie multimédia. Donc, ce que j'entends par là, donc, l'objectif étant d'avoir du contenu plutôt de qualité en termes de fond, de forme et de respect des normes en fait, qui sont associées. Donc, on parlait tout à l'heure de vitesse de réponse, notamment pour les moteurs de recherche, qui est très important. Donc, comme on va parler de vidéo et qu'il y a cette partie-là en fait, technique, il y a évidemment du fond et il y a aussi de la forme en termes de technique. Donc pour le coup, Philippe, tu peux avancer sur la slide, un petit peu. Super, on remonte sur celle juste avant. Descend, ça on refera peut-être par la fin. C'est juste présentation rapide de Perfecto Group dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut passer à la suite. Passer sur la slide juste après. Donc le content marketing, c'est quoi? Donc c'est un contenu informatif et intéressant. Il passe évidemment par l'écrit, mais nous aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie vidéo, audio et design. Donc ça va être de la photographie, ça va être de la création graphique, ça va être de l'audio, donc aussi bien de la musique que ce dont on va parler tout à l'heure, qui est plutôt du podcast, qui est un nouveau format et qui est en pleine explosion en ce moment. Et l'objectif de ces formats, bah, c'est de remplir un petit peu le site internet du client ou de votre propre site internet et de vos propres contenus. Et tout ça s'organise autour de ce que nous, on appelle la ligne éditoriale, donc le planning et ce genre de choses. Donc ce qui inclut évidemment tout le contenu qui va être intégré dans votre site internet ou les différents sites internet que vous gérez, qui vont aussi se transmettre via les réseaux sociaux, donc vos différentes pages, avec potentiellement chaque réseau social avec sa propre ligne éditoriale, ou en tout cas le ton, l'organisation des contenus et sa planification. Donc tout ça rentre dans le calendrier. Ça peut s'intégrer aussi en partie.
en partie à l'intérieur d'autres objets qui vont être éditoriaux, type blog, livre blanc, etc. Donc pour compléter un certain nombre d'informations. Et pour cela, on va rentrer un peu plus dans la partie contenu multimédia. Donc pour rappel, sur les moteurs de recherche aujourd'hui, donc on a eu pas mal d'échanges juste avant sur Google. Évidemment, en fait, on va considérer que Google est l'exemple, puisqu'il représente une part importante, voire quasi majoritaire, du marché aujourd'hui, de la recherche. Et nous, on va s'intéresser donc à 3 parties de ce que Google propose, donc qui vont être, pour la vidéo, la partie YouTube, donc sur laquelle on va être, sur une plateforme qui est aujourd'hui la 2e plateforme la plus visitée de France, et qui est la première plateforme sociale, utilisée dans le monde. Donc ça, c'est, YouTube. Donc évidemment, la présence sur YouTube quand on fait ou qu'on peut faire de la vidéo est essentielle, puisque ça permet, d'occuper un espace juste à côté de la partie textuelle et potentiellement de se mettre en avant via de la vidéo sur des sujets d'expertise. Donc finalement, quand on fait une recherche sur Google, on tombe aussi sur Google, via YouTube, et on peut aussi passer directement par le moteur de YouTube pour chercher des informations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut transmettre une expertise, un savoir, une connaissance, le fait d'organiser une chaîne autour de son produit ou autour de sa marque, c'est important et c'est essentiel si on veut avoir, de l'activité en rapport avec ce support. Dans un second temps, on va parler de l'image, donc avec Google Images, qui représente, en février 2018, ça représentait 22 du trafic mondial. Donc aujourd'hui, comme pour YouTube, le fait d'être présent sur Google Images est important. On sait aussi tous que, quand on paramètre un site internet, il y a un certain nombre de règles de gestion à avoir et à traiter. On sait que notamment les balises alt, qui sont derrière les images sur les sites internet, sont des choses qui sont analysées par les moteurs de recherche et par Google et les algorithmes, ce qui nécessite le fait de prendre un certain temps pour travailler le choix de ces images, travailler, le rédactionnel qui est associé à la codification de l'image à l'intérieur de son site internet, qu'on utilise un CMS ou pas. Et pour le coup, ça permet de remonter l'identité de la marque, un certain nombre de mots-clés, via des images. Donc, à nouveau, être présent sur Google Images, c'est important pour pouvoir être visible et apporter du contenu qui va être référencé et de qualité. Et dans un troisième temps, on va parler podcast, donc, qui est aujourd'hui un média en explosion. Donc, ce n'est pas un nouveau média, hein, c'est un média qui existe depuis longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un support de communication qui est en pleine explosion. Donc, on retrouve aujourd'hui des podcasts sur à peu près tous les sujets. Donc, il faut s'installer sur le sujet. Quand on a un domaine d'expertise, c'est intéressant de s'y positionner. On va voir un petit peu comment on réfléchit avant d'ouvrir les vannes. Au sein de l'agence, en fait, on gère plusieurs médias donc, qui sont bipolars et avoir à lire. Et sur les 2 supports, on a lancé des podcasts hebdomadaires. Et on le fait pour un certain nombre de clients. Je pense notamment à un client qui s'appelle Tangata, qui parle du handicap au sein des entreprises. Donc, on travaille sur ces sujets, on accompagne des marques, nos marques et des marques avec lesquelles on travaille, sur les sujets de podcast et sur la création des contenus, sur la ligne éditoriale, sur l'organisation technique et technologique de la transmission de ces podcasts. Et ça permet de se positionner aussi sur un moteur de recherche qui n'est pas encore en place, mais déjà Google commence à remonter les contenus via Google Podcast, même si aujourd'hui, ce n'est pas forcément le leader sur le marché. Mais si on connaît Google, on sait que chaque fois qu'ils prennent un sujet, en général, ils finissent par devenir leader par essence. Donc aujourd'hui, la position sur Google Podcast est quelque chose à travailler aussi. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc on sait que la consommation de podcasts en France représente le 7e rang de consommation multimédia par les utilisateurs. Et en somme, suite au confinement, suite aux différentes étapes du Covid, on a eu une explosion en fait, du nombre de personnes qui se sont pris d'assaut sur ce support, parce que finalement, c'était beaucoup plus simple à traiter quand on était en télétravail. On voit bien qu'aujourd'hui, les conférences, on les fait par des écrans interposés, donc c'est beaucoup plus simple à gérer ainsi. Et, et donc, ça permet clairement de pouvoir traiter un certain nombre de sujets, qu'on soit expert ou non, juste pour donner son avis, rassembler des gens qui vont discuter autour d'un certain sujet et finalement de se positionner en tant que contenu nouveau.
Ce qu'il faudra prendre en considération, c'est que pour pouvoir remonter dans les moteurs le mieux possible et finalement créer un contenu qualitatif, il faudra le plus possible essayer de récupérer soit le conducteur de l'émission le plus détaillé possible, soit faire des transcriptions en fait, audio de ce qui a été raconté à l'intérieur du podcast, ce qui nous permettra en fait d'avancer et de pouvoir remonter dans les moteurs de recherche. Donc Philippe, si tu peux avancer à la slide numéro 10, s'il te plaît. Je parle. Merci. Juste la prochaine. Merci. Donc, avant de se lancer dans la création d'un format multimédia, il y a un certain nombre de questions à se poser. Donc, le principe est que très bien, aujourd'hui, on voit la création du multimédia sous l'axe du moteur de recherche, on va dire. En tout cas, on est sur un sujet un petit peu affilié. Le principe est qu'avant toute chose, un contenu multimédia, il n'est pas fait que pour les moteurs de recherche, il est fait avant tout pour des utilisateurs et des consommateurs. Donc, le principe est à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse à eux, sous quelle forme je veux communiquer, qu'est-ce qu'on va y raconter, de quelle manière on va le faire, comment on organise ça et qui va le faire. Donc ça, c'est les différentes questions qu'il faut se poser. Donc ces questions, elles sont essentielles pour, premièrement, choisir le type de format multimédia qu'on va utiliser. Donc est-ce qu'on va faire de la vidéo, est-ce qu'on va faire de l'infographie, est-ce qu'on va faire de la photo, est-ce qu'on va faire de l'audio, et pourquoi on s'adresse à ces personnes, sous quelle régularité, est-ce qu'on sera capable d'assumer la régularité d'un certain nombre de sujets. On sait aujourd'hui, quand on a une chaîne YouTube et qu'on veut l'alimenter de manière régulière, le fait d'avoir des rendez-vous, c'est important. En podcast, c'est essentiel, par exemple. Il faut un planning, il faut être régulier, il faut être capable de dire tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines, je vais sortir un podcast. De manière à occuper les audiences, à donner des rendez-vous aux audiences qui soient là régulièrement, parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir créer une vraie communauté et pouvoir l'animer aussi via ses réseaux sociaux, via son site, via son blog. Donc je ne demande pas à ce que tout le monde devienne influenceur, mais si vous décidez de lancer un programme autour du podcast, il faut être conscient qu'un podcast, une fois de temps en temps, ça ne fonctionnera pas. C'est un principe qui nécessite d'avoir une certaine régularité. Sur la photo, c'est différent. On est plutôt sur d'un côté du technique et potentiellement des choses qui vont être plus orientées autour de l'utilisation ou du produit. Et sur la vidéo, ça dépend un petit peu de l'axe sur lequel on veut se positionner. Mais toujours est-il que si on veut mettre en avant son expertise et qu'on veut valoriser potentiellement son image, le fait d'avoir régulièrement du nouveau contenu, c'est important puisque ça permet de rafraîchir, ça permet de dynamiser, ça permet de montrer le fait que la marque et l'entreprise soient actives sur ces supports. Philippe, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, pour rappel, la vidéo, c'est une série d'images à la suite qui donne l'illusion de mouvement, mais toujours est-il que ça permet aussi de donner une image à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut aussi choisir qui va s'afficher, qui va prendre la parole sur ce support. Est-ce que quelqu'un prend la parole? Est-ce que c'est des vidéos qui sont montées avec une voix off? Si c'est une voix off, qui s'occupe de la voix off? Donc c'est des sujets qui, techniquement et technologiquement parlant, sont importants de se poser en amont du lancement du projet. Donc ça peut être accompagné par une agence ou directement fait en interne en fonction des équipes qu'on peut avoir. Il faut faire attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment à l'utilisation, c'est que plus on avance dans le temps, plus on a une variété de supports, de types de communication et, et de formats de narration qui vont être importantes à prendre en considération pour pouvoir correspondre au code des différents réseaux sociaux sur lesquels on va évoluer. Donc, je pense, par exemple, on parlait de YouTube, donc le format YouTube, on est plutôt sur un format 16/9, donc qui est très large, donc qui ressemble à un format écran de télévision. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux type Facebook, on va fonctionner plutôt sur un format qui va être carré, qui est un petit peu issu d'Instagram. Et l'explosion des Reels et des Stories fait qu'aujourd'hui, on a aussi une communication qui va dans le format d'un téléphone en mode portrait, donc qui va être beaucoup plus haut et moins large. Donc, quand on fait produire une vidéo, et notamment c'est des sujets qu'on a à l'agence sur des productions qui vont être multi-supports, il faut qu'on réfléchisse en amont du projet, comment on va structurer l'information à l'intérieur de ce contenu, comment on va organiser le storyboard de manière à ce qu'on ait une économie de temps de travail évidente, puisque ça permet aussi bien aux clients qu'à nous d'être efficace. Donc on va travailler sur un storyboard, on va réfléchir un petit peu les informations, et souvent on va partir, par exemple, du contenu carré qu'on va considérer comme carré 16/9, on va les travailler ensemble, on va travailler le stories à part, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de refaire 3-4 fois le travail pour avancer.
D'autre part, il y a les durées à prendre en considération, le poids des images, la qualité du rendu et parfois le ton, ou en tout cas les codifications qui sont liées à un support. Aujourd'hui, on ne communique pas sur YouTube de la même manière qu'on va communiquer en stories. Il y a des habillages différents. Sur les stories, on peut utiliser des gifs et des choses qui vont se greffer par-dessus le contenu multimédia qu'on va produire. Et c'est important de respecter en fait la codification par rapport au support et aussi par rapport à sa communauté. Donc ensuite, il y a la partie image. Donc l'image, ça va être de la photographie, ça va être de la création graphique, et ça peut être aussi tout ce qui est information et infographie. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est friand sur les réseaux sociaux d'un certain nombre d'infographies qui permettent aux utilisateurs de récupérer tout ou partie d'une information, d'un livre blanc par exemple, ou d'une étude. Et en même temps, c'est un produit d'appel aussi pour pouvoir emmener les gens vers le contenu plus complet, pouvoir rentrer un peu plus dans le détail en allant sur votre blog, sur un site internet, en venant s'inscrire à un webinaire par exemple. Et ça permet aussi de considérer ce type d'information. Donc c'est essentiel. Aujourd'hui, une infographie, c'est bien sur les réseaux sociaux parce que ça fonctionne bien. En revanche, si on le met sur son site internet, il faut bien penser à rajouter le contenu, soit dans un article qui va accompagner en fait l'infographie, soit mettre une majorité d'informations derrière l'image, de façon à ce que ce contenu, qui finalement est figé à l'intérieur d'une image, puisse être utile quand même pour vous sur la reconnaissance et sur les moteurs de recherche. Et pour terminer, donc, l'audiovisuel, puisqu'on parle de l'audiovisuel et que dans audiovisuel, il y a audio, le son et donc le podcast, aujourd'hui, sont des supports qui sont importants, puisque ça permet de prendre la parole de manière, on va dire, techniquement un peu plus légère et un peu, en tout cas, avec un air plus simple que le fait d'engager un studio pour faire des vidéos en live ou de ce genre de choses. Ça permet de recevoir quelqu'un avec les outils technologiques et une certaine routine qu'on a pris vis-à-vis des situations sanitaires récentes. Aujourd'hui, on peut tous se permettre de passer un petit coup de téléphone, d'échanger par téléphone et d'enregistrer cette conversation pour la transformer en webinaire, ce qui évite aussi de devoir organiser une rencontre, de faire déplacer des gens, de s'organiser autour d'un certain nombre de contraintes de planning et de déplacement géographique, pour pouvoir échanger autour d'un sujet qui va être votre domaine d'expertise, un rapport avec le produit, de l'actualité. Donc, en fait, vous choisissez un petit peu le sujet qui vous intéresse et qui vous paraîtra le plus cohérent et qui sera le plus en ligne avec ce que vous représentez, là où vous voulez aller et le type de communication qui vous intéresse. On peut passer à la slide suivante, Philippe, s'il te plaît. Quelques chiffres. Donc aujourd'hui, la vidéo, en tout cas en 2022, la vidéo va représenter 82% du trafic Internet. Et ça représente 95 fois plus que ce que c'était en 2005. Donc aujourd'hui, tout le monde regarde de la vidéo, hein, sous tout support. Le téléphone, la 5G qui arrive, etc., sont des vecteurs qui vont augmenter ce rythme. Alors même si aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps derrière des écrans et le confinement n'a pas arrangé, ça a permis en fait de basculer un certain nombre de pratiques et d'usages vers l'audio. Et notamment, c'est en partie pour ça que le podcast a pris de l'essor, parce que les gens passent beaucoup de temps derrière les écrans. Donc, dès qu'on a envie de se détacher d'un écran, le fait de se connecter à de l'audio permet aussi de faire autre chose, permet de dégager les yeux et d'occuper les oreilles plutôt. En termes d'image, on a trouvé comme information que 35% des référenceurs aujourd'hui ont envie de travailler sur le sujet image et sur la recherche d'images, parce qu'on se rend bien compte que c'est un sujet, surtout quand on l'associe au chiffre suivant, qui est 65% des pages web n'ont pas d'attribut alt derrière les images. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un chantier colossal à mettre en place. Je ne sais pas où vous en êtes tous sur ces sujets, mais on a un sujet qui va être, entre guillemets, de l'image et de la conception et de la création. Donc, on est sur du graphisme et du joli, avec évidemment du fond. Et de l'autre côté, on a un sujet qui est très technique, puisqu'on est sur l'habillage et finalement l'intégration du site internet, l'utilisation à la routine, on va dire, du webmaster du site, qui va devoir, à chaque fois qu'il installe une image, prendre le temps de bien réfléchir les balises qu'il va mettre derrière, d'habiller avec du texte et de le réfléchir, donc de le charter, et finalement d'avoir ça dans les process internes de la gestion du site internet au quotidien. Et pour le podcast, aujourd'hui, on a 48% de nouveaux poditeurs par an, avec 2h08 d'écoute par jour. Donc c'est énorme. Notamment, les transports peuvent aider. Alors, potentiellement, sur un nouveau type d'utilisateur, ça peut remplacer ce qu'on faisait à l'époque, qui était la radio. On était dans la cuisine, on écoutait la radio, on était en train de travailler sur quelque chose, on écoutait de la musique, mais finalement, on va peut-être écouter un podcast dans les transports en commun, etc. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que 80% des épisodes sont intégralement écoutés.
Et ça, c'est une information qui est très importante, puisque ça signifie qu'on peut délivrer du message dès le début, donc on n'est pas obligé d'attaquer avec de la publicité ou des messages très forts dès le début. On sait qu'on peut distiller un petit peu l'information tout au long du podcast. Donc ce chiffre, il va évidemment évoluer, je pense qu'il va se réduire un peu. Il faut évidemment pas mettre toutes les informations utiles et importantes à la fin du podcast, il faut sans doute les rappeler, un petit peu au début, un petit peu au milieu, un petit peu à la fin. Et structurer le podcast aussi en se disant, OK, on va peut-être mettre des moments plus forts à la fin, de manière à pousser les utilisateurs à rester le plus longtemps possible dans l'audio et dans l'émission, de façon à justement se permettre de les accompagner, de les attirer vers la fin du programme, puisque c'est aussi intéressant d'avoir des captifs sur le sujet. Pareil, ces chiffres aujourd'hui sont à prendre avec des pincettes, puisque le contexte sanitaire a fait que notamment les chiffres 2020 montrent des explosions sur plein de niveaux et notamment sur l'univers du podcast. En revanche, il ne faut pas oublier qu'on était confinés, qu'on n'avait pas forcément nos us et coutumes et usages de d'habitude. Donc il y a certainement des tendances qui ont été mises en place via ce contexte qui vont se calmer et ralentir. Et en même temps, on risque d'avoir des gens qui n'auraient pas forcément été vers ce support jusqu'à maintenant et qui vont y aller de manière régulière puisqu'ils l'ont découvert au moment de cette situation sanitaire. On peut passer à la slide suivante et la slide même d'après. Donc plus précisément, aujourd'hui, on va parler d'un cas concret qu'on a eu à l'agence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on fait chez Perfecto du contenu. Donc on fait de la création multimédia, parce que c'est pour ça que je suis ici, mais en fait, on gère aussi des contenus sur les réseaux sociaux, et donc on fait du community management. Et dans le cadre de nos pratiques du community management, comme pour la plupart des agences qui en font, nous sommes obligés de passer par de la création de visuels pour accompagner nos textes. Jusque-là, rien d'anormal. Et on utilise, comme tout le monde, des plateformes de photographie libre de droit, alors payantes ou gratuites, peu importe. On essaye évidemment de mixer l'ensemble, l'objectif étant de trouver ce qui nous intéresse et qui correspond le mieux à la ligne éditoriale du client. Donc, il nous faut des images d'un produit, d'un contexte, qui vont dépendre d'un certain nombre de choses. Donc, l'aspect lifestyle, donc le contenu, la situation. Parfois, le calendrier, donc en fonction de la saisonnalité, on va aller travailler sur des images plutôt d'été, plutôt d'hiver. L'angle dans lequel on va présenter un objet, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de quelqu'un dans l'image qui est dans l'image, est-ce que quelqu'un prend la photo, est-ce qu'on voit que l'objet seul, et évidemment le fond. Donc parfois il nous faut une situation complète avec un produit au sein d'une photographie, dans un cadre, etc. Ou parfois simplement l'aspect packshot ou mock-up du produit, qui va être juste le principe de voir le produit seul sur un fond uni, sur un fond transparent, ou sur lequel nous on va devoir travailler. C'est-à-dire que je prends l'exemple, je sais pas, d'un écran de téléviseur ou d'un ordinateur dans lequel on va devoir incruster, nous, une image qui va être le site internet du client, une information essentielle, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques, que vous avez sans doute tous eu à faire. Et on passe tous à peu près par les mêmes plateformes qui vont être les leaders Adobe Stock et eStock, donc via Getty Images, et les grands classiques des parties gratuites, Pexel, Pixabay et Unsplash. Notamment, plus toute la liste qui est ici. Le problème, c'est que dans notre cadre, on devait travailler sur un produit, donc on travaillait pour la marque Kobo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Kobo, c'est une liseuse qui est vendue et qu'on retrouve à la Fnac, et qui est un produit de la marque Rakuten. Le principe étant qu'on devait aller sur les bibliothèques, notamment de ces images-là, pour trouver des images de notre produit, pour pouvoir communiquer dessus dans un cadre spécifique. Alors, évidemment, le client fournit un certain nombre d'images, notamment tout ce qui va être packshot, et parfois un certain nombre de mock-ups qui vont être intégrés soit par le groupe, soit au sein de l'entité locale avec laquelle on travaille, dans notre contexte, l'Europe et la France. En revanche, quand on va sur les bibliothèques d'images, Philippe, je te laisse passer à la slide suivante, on se retrouve avec des problématiques multiples qui sont principalement des tablettes qui ne sont pas les nôtres. Et donc, tu peux passer aussi à la slide qui est dessous. Donc là, on est sur un moteur de recherche basique, et on se retrouve avec des liseuses qui ne sont pas les nôtres. Donc, les modèles visuels ne correspondent pas. Donc, quand on tape liseuse, par exemple, on voit sur la première ligne qu'on va avoir une tablette qui est utilisée sous format liseuse. On va trouver aussi très régulièrement celle du concurrent, puisque le concurrent s'appelle Kindle, et que c'est Amazon qui est derrière Kindle. Donc Amazon, évidemment, a des moyens qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que nous avions nous. Et on retrouve très, très régulièrement en fait, le produit du concurrent.
Donc on s'est retrouvé dans une situation par moment un peu compliquée, puisque le principe est d'éviter de réutiliser toujours les mêmes images, de pouvoir produire un maximum de contenu et d'accompagner nos textes de visuels, parce que ça c'est essentiel. Aussi bien pour des raisons d'algorithme, hein, simplement. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui suivre les considérations des algorithmes des moteurs de recherche, à dire il nous faut des gens vivants, souriants, plutôt des femmes, plutôt des hommes. En tout cas, on ne peut pas utiliser toujours le même principe. Il faut, comme pour les moteurs de recherche, il faut qu'on suive un petit peu le rythme des algorithmes pour pouvoir toujours être dans les feeds, remonter régulièrement et exister en fait sur les réseaux sociaux. Donc on s'est retrouvé un peu embêtés et le principe qui nous est venu à l'idée, donc l'idée c'était de se dire: «Il va falloir qu'on trouve une façon d'occuper le terrain». Donc Philippe, tu peux passer à la slide suivante et de se dire comment on peut occuper un terrain qui est occupé déjà par le concurrent et comment pouvoir, en nous aidant nous, hein, au passage évidemment on avait des besoins, hein, mais comment on peut, donner plus de poids à la marque avec laquelle on travaille, sans aller se battre sur le moteur de recherche, standard. C'est-à-dire, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas la présence, on n'a pas l'historique de Google, aussi puissant d'Amazon, pardon. Donc on sait qu'on perdra. On perdra forcément une partie de cette bataille et on va, passer beaucoup de temps, on va passer beaucoup d'argent à aller se battre avec eux. Donc l'idée qu'on a eue et qu'on a proposée aux clients, c'était de se dire: «Ce qu'on va faire, c'est qu'on va occuper le terrain sur les banques d'images, gratuites notamment, et on va faire des séances photos. On peut passer à la slide suivante. On va faire donc nous-mêmes des shootings photos. On va organiser des shootings photos dans un premier temps, ce qui permettra dans un second temps de donner gratuitement ces photos sur les plateformes libres de droit, qui permettront à des gens de les utiliser dans des contenus éditoriaux, notamment, mais pas seulement, et finalement d'installer l'image du produit de manière un petit peu détournée par rapport à son concurrent, en contournant la puissance du concurrent, puisque sur ce marché-là, en fait, ils peuvent avoir la même politique que nous, mais il n'y avait pas de politique spécifique et on n'a pas considéré qu'il y avait une volonté particulière. Les photographes qui fournissent des photos sur ces plateformes prenaient des tablettes en photo et des liseuses en photo, et en général, c'est celles qu'ils avaient. Par essence, le marché étant réparti comme ça, on avait forcément plus de Kindle que de Kobo. Donc notre objectif a été de placer ça et avant de se lancer, on a fait, une sorte de checklist. Donc Philippe, tu peux passer à la slide suivante, merci. Donc, quel type de photo il nous fallait? Dans quelles conditions? Et comment on peut essayer de réunir dans un minimum d'organisation et de shooting, un maximum de photos pour pouvoir toucher, un maximum d'utilisateurs en plus de nous. Donc l'avantage étant, c'est que nous-mêmes, nous étions utilisateurs des photos que nous allions faire. Donc on avait un certain nombre de velléités et de besoins clairs qu'on était capable de lister. Et en même temps, on s'est permis de dire, bah, très bien, donc on a besoin de photos packshot, fond blanc, fond noir. On a besoin d'un certain nombre d'images qui peuvent servir de mock-up. Donc il faut que le produit soit plat, il faut que le produit soit facile à manipuler pour un graphiste. Donc qu'il soit allongé, qu'il soit de face, qu'on arrive en tout cas à tourner autour pour pouvoir le détourer, pour pouvoir installer des éléments graphiques à l'intérieur ou autour. Donc il faut du produit neutre, mais aussi du produit en situation, donc en situation de lecture, en situation contextuelle d'utilisation. Donc pour une tablette, ça va être allongé chez soi dans son canapé, dans les transports en commun, pendant les vacances. Des choses qui peuvent être soit très identifiées, soit des choses très impersonnelles, de manière à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Et finalement, en fait, si on présente à chaque fois le même modèle humain qui va l'accompagner, bah, finalement, il y a un certain nombre de contextes dans lesquels ça ne va pas possiblement être utilisé. Donc il faut parfois utiliser les mains simplement, parfois ne pas en avoir, de manière à ce que justement on puisse toucher un maximum de situations. Il faut respecter la saisonnalité. Alors ça, parfois, c'est pas toujours évident, parce qu'on a fait notamment une grosse séance plutôt sur le printemps, ce qui fait qu'on est plutôt printemps-été et on n'est pas trop en mode hiver. Et il faut aussi gérer le volume, parce que plus on fait de photos, plus on traite de photos, plus évidemment le temps de préparation, le temps de travail, le temps de mise en scène, le nombre de lieux sur lesquels il faut qu'on tourne, le nombre de temps de post-production pour traiter les images est important. Donc il faut prendre en considération tous ces éléments-là, en tout cas dans ce cadre-là précis. Bah, au résultat, si Philippe, tu peux passer à la slide suivante, on voit qu'on a fait une soixantaine de photos, en fait, qui ont généré notamment 12,6 millions d'affichages sur la plateforme, qui est Unsplash pour celle-ci.
Et on voit un petit peu la représentation graphique de ce qu'on a fait ici sur le côté, donc avec des mises en situation, des objets seuls, des objets sur fond uni, etc. Et ça tombe bien parce qu'en préparant cette conférence, j'ai été sur Google pour voir où on en était sur le principe des liseuses. Et Philippe, je te laisse passer à la slide juste après, puisqu'il y a un article de Presse Citron qui est sorti en juillet dernier, donc avec une photo qui nous appartient, qu'on a produite, et qui est un comparatif des liseuses sur le marché. Donc c'est un article d'été, on se rend bien compte que la photo fonctionne tout à fait avec ce principe. Presse Citron, c'est quand même un site sur lequel il y a un fort trafic et une présence intéressante. Je pense qu'une partie d'entre vous connaissent en tout cas ce site internet. Et donc on se rend compte que la méthode fonctionne encore aujourd'hui, alors qu'en fait on ne travaille plus avec le client aujourd'hui et qu'on est encore présent sur les réseaux, et que justement la méthodologie a fonctionné puisqu'on a pu installer un certain nombre d'images. Donc c'est quelque chose qu'on a fait une seule fois avec eux, mais sur le principe, nous on était plutôt partant sur le fait de répéter l'opération un certain nombre de fois, puisque ça permet justement, plus on va faire de photos, plus on va en installer, plus on va diffuser l'identité, plus on va permettre notamment à des sites éditoriaux d'utiliser d'abord l'image du produit plutôt que celui du concurrent. Et je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre écoute. Écoute, merci Xavier pour cette présentation. Effectivement, ça donne des perspectives différentes, nouvelles, sur manière d'utiliser les créations pour avoir de la visibilité. Alors, ce que j'ai noté, en fait, c'est que du coup, pour la réussite de ce genre d'opération, il y a quand même la combinaison de plusieurs prérequis importants. Déjà, il faut avoir des bonnes idées. Oui, ça, ça peut être en interne, hein. C'est pas forcément que nous. On est là pour ça, évidemment. Oui, mais donc ça peut être le rôle de l'agence également d'apporter des idées. Parce que c'est vrai que parfois, ce que je vois chez les clients, c'est qu'ils ont effectivement des idées en germe, mais ils ne savent pas trop comment sélectionner ce qui va être réellement une idée qui va produire des résultats. Donc c'est ça surtout le problème. Oui. C'est pas d'avoir des idées, c'est de se dire, OK, là on va lancer une approche qui va être efficace. Donc ensuite, tu as quand même visiblement un gros aspect exécution. Oui. C'est-à-dire que c'est pas donc donner à tout le monde de savoir faire des créations parfaitement exécutées, des vidéos parfaitement bien tournées, montées, avec un résultat professionnel et des choses qui vont vraiment faire la différence pour qu'il y ait un effet waouh un peu quand même minimum. Là encore, je trouve qu'effectivement, c'est parfois ce qui manque à certains clients et c'est là où l'agence peut avoir une vraie valeur ajoutée. Et puis, il y a aussi un aspect que j'ai retenu dans tout ce que tu as expliqué, c'est le côté dissémination. C'est-à-dire qu'en fait, savoir faire en sorte que les gens aient l'occasion quand même de voir ces éléments. Et là aussi, c'est pas toujours quelque chose qui est forcément maîtrisé en interne, et ça peut être intéressant de passer par des gens qui savent, en fait, qui savent utiliser correctement soit les moteurs de recherche, soit les réseaux sociaux, soit les différents emplacements, supports, sites sur lesquels justement on va trouver ces différentes créations, ces différents éléments. J'utiliserai un exemple, alors je ne donnerai pas le nom de la marque, mais on a eu une demande en fait sur un certain nombre de sujets réguliers, qui est de créer des jeux digitaux, marketing, etc., bien spécifiques par rapport à un produit ou par rapport à un sujet culturel. Et en gros, on avait une enveloppe budgétaire qui était fixée et on disait, si on fait exactement ce que vous demandez, on va utiliser l'intégralité de votre enveloppe budgétaire. Donc c'est très bien parce qu'on va avoir un produit qui va être super. En revanche, personne ne va le savoir. Donc, en gros, on a été parfois, alors on n'a pas forcément toujours gagné sur ces sujets parce que le client n'aime pas toujours qu'on lui dise non, mais toujours est-il qu'on lui a dit oui, mais l'idée était de faire un peu moins gros, un peu moins, alors tout en étant professionnel et qualitatif, hein, mais d'avoir quand même une phase de l'enveloppe budgétaire qui va servir à dire au monde qu'on a sorti ce produit ou en tout cas ce jeu, etc. Donc c'est une vraie phase de réflexion aussi bien en interne avant de se lancer, et c'est des choses qui sont importantes de dire très bien, on a une super idée, mais si personne ne le sait jamais, ça ne servira à rien en fait. Donc, parfois, il vaut mieux se dire, on va baisser le curseur en faisant quelque chose d'un peu plus simple, alors pas forcément moins bon, plus simple. Donc peut-être sur une vidéo que ça dure moins longtemps, peut-être qu'on ne fasse pas en extérieur, peut-être qu'on fasse un certain nombre de choix qui vont être créatifs, parfois voire éditoriaux, pour pouvoir réduire le budget et ne pas oublier cette enveloppe de communication.
qui est essentiel. C'est-à-dire que sinon, on fait les choses bien et personne ne le saura jamais. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, merci beaucoup Xavier. Je vous en prie. Donc, alors ta conférence a été enregistrée, donc on va la monter. Donc, si Il y aura on des est preuves. d'accord, elle va être diffusée avec les nôtres sur YouTube. Tout à fait, vous avez ma validation orale, vu qu'on est enregistré. Tu peux garder ça pour le juridique, il n'y a pas de problème. Et donc, on va basculer sur le sujet des modèles de langage, un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques semaines dans le dernier Matin des Terriens, mais là, on va l'aborder sous un jour un petit peu plus. Quelles sont les applications et quelles sont les implications aussi pour le SEO. Et surtout, on va s'amuser avec un exemple pour rendre un peu concret ces concepts qui sont très très avancés et apparemment fumeux, mais en fait pas du tout. Parce que dès qu'on aborde l'application de tout ça, on se dit ah oui d'accord, ok, ça fait faire ça. C'est intéressant. Et on va voir que je pense qu'il y a des gens qui commencent à s'arracher les cheveux du côté des agences de production de contenu, par exemple, où je pense Pas que du tout tout. leur travail de faible valeur ajoutée, disons, risque d'être vite remplacé pas par des robots, mais par de l'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup Xavier. Merci.